Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvézier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. J'apporte le comment, c'est-à-dire que j'ai quasiment toujours été dans des groupes ou dans des comex où on essayait de répondre à deux questions, quoi et combien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire et combien ça coûte, combien ça rapporte. Mais le comment, on posait pas le débat autour du comment. Et moi, j'arrive avec la petite lumière en disant, et comment on va faire ça ? Et si on faisait comme ça ? Et si on faisait peut-être autrement ? Voilà. Donc, j'essaie d'apporter le comment et ça me plaît. Si le métier d'aventurière des organisations existait, il serait fait pour Brigitte Cachon. Sur le papier, Brigitte est directrice de la transformation et de l'innovation. Mais ce qu'elle décrit de sa douce voix dans cet épisode, c'est l'art de la guerre en entreprise, ou plutôt l'art du soft power. Comment, en étant différente de ses pairs, parce que femme au sein d'un comité exécutif masculin par exemple, elle ose poser des « et si on faisait » qui déstabilisent l'ordre établi. Son credo, c'est que tout est possible. Et on a l'impression qu'avec ça, elle sait tout faire, en particulier donner envie à des équipes de la suivre. Ses études d'anthropologie ont renforcé sa curiosité de l'autre, ce penchant qui l'amène à aller vers des gens différents d'elle, à s'intéresser à eux, à essayer de les comprendre. Et avec l'énergie incroyable dont elle a été dotée, cette curiosité-là guide son parcours professionnel. Vous l'entendrez parler entre autres de surprise, de confiance, de persévérance, de prise de risque, et prôner le fait de suivre son intuition et d'accepter de ne pas savoir. C'est une conversation d'une grande richesse que Brigitte nous offre là, et nous la remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions dans ce bruyant café du quartier Montparnasse à Paris. Bonne écoute. Brigitte, bonjour. Bonjour Amélie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de te recevoir dans notre podcast. La première question qu'on pose à nos invités, c'est toujours la même. Quand on te demande ce que tu fais comme métier, qu'est-ce que tu réponds ? Je transforme. Je m'immerge dans les entreprises pour accompagner leur transformation et pas que digitale, transformation tout court. D'accord. Tu vas nous en dire plus. Je sais que dans ton parcours, tu as commencé par travailler à la communication, puis tu t'es orienté effectivement vers des directions de l'innovation, de la transformation, ça s'appelle comme ça maintenant. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle société tu as accompagnée durant ces dernières années de ta carrière ? Des sociétés très variées, mais avec justement un fil rouge, c'est de les avoir rejoints à des moments assez charnières de leur transformation. Et donc, c'est avec le recul que j'ai vu que c'était des moments tournants. J'ai sans doute choisi ces moments-là, mais en tous les cas, pas consciemment. J'ai commencé chez Technip. Donc Technip, un grand groupe d'ingénierie qui conçoit des installations pétrolières, gazières dans le monde. Et là, j'étais purement dans la com'. Dans la com d'une filiale d'abord, puis du groupe. Et pour accompagner la diffusion d'une culture commune ou de valeurs communes dans un groupe, donc qui est français à l'origine, mais qui s'est déployé sur les 5 continents, et notamment avec de la croissance externe en Inde, des grosses filiales en Asie, etc. Et quand on manage ou qu'on diffuse de l'information auprès d'équipes en Malaisie ou à Houston ou à Abu Dhabi ou à Stockholm, est-ce qu'on le fait de la même façon ? Est-ce qu'on manage de la même façon ? Donc la communication, alors là, interne managériale, mais également l'explication du projet de l'entreprise se fait pas de la même façon dans les différents pays.
Donc ça, c'était Technip. J'ai ensuite rejoint un autre groupe complètement différent qui s'appelait à l'époque PPR et qui s'appelle Kering aujourd'hui. Donc on passe du pétrole à la distribution. C'était avant le tournant du luxe, mais justement au moment du tournant du luxe. Et là, dans une filiale qui fait des produits financiers, comment on crée du lien où on fidélise les clients de la Fnac, du Printemps, de la Redoute, avec des produits de crédit et des produits financiers. Donc la confrontation entre des marques très fortes et très connues du grand public et une société de crédit qui s'appelait Finaref à l'époque, qui a une notoriété plutôt plus difficile à installer, mais qui fait pourtant partie du même groupe. Donc comment on arrive à fidéliser, à créer du lien entre des clients, cette fois, du groupe, par ces produits-là. Donc là, c'était déjà de la com et plus business. Et puis, j'ai ensuite rejoint, alors par rachat, puisque Finaref a été racheté par Crédit Agricole, et là, j'entre au Crédit Agricole. Choc frontal entre un groupe un groupe qui a fait la fortune d'un homme, François Pinault, arrivé dans un groupe mutualiste où on ne sait pas qui décide, on ne sait pas si la décision est prise, la gouvernance est très complexe, etc. Mais néanmoins, j'aime bien comprendre de l'intérieur comment ça marche. Donc je les ai accompagnés là en communication, mais également en transformation digitale, avec la création, j'ai accompagné la création d'un groupe d'assurance dans le groupe bancaire, c'est-à-dire constitution de Crédit Agricole Assurance qui réunit les compagnies d'assurance du groupe, Predica, Pacifica, Cassis, Cagis, qui vivaient leur vie depuis des années de leur côté. Donc comment fait-on pour convaincre une cliente en France ou ailleurs d'aller assurer sa voiture chez son banquier? Ça tombe pas sous le sens. Maintenant, toutes les banques, les grandes banques de réseau déclinent la banque assurance. À l'époque, c'était vraiment nouveau. Donc j'ai accompagné ce tournant-là. Là, j'ai commencé à prendre le tournant digital et j'ai compris avec cette expérience que le digital ne transforme pas, que ce sont les hommes qui s'approprient le digital qui vont transformer plus durablement. Donc il faut plutôt travailler sur l'appropriation des outils du digital pour que ça transforme les process et donc le business. J'ai ensuite rejoint une société d'investissement, donc toujours dans la finance, mais d'investissement immobilier qui s'appelle Gecina. Et là, pour prendre la direction de la transformation, du marketing et de la RSE. Et avec un lien entre ces différentes parties. Là, dans l'immobilier, il y a immobile déjà, et dans l'immobilier, il y a le long terme. Et donc, comment on apporte de la flexibilité, comment on apporte une gamme de produits plus souple, plus flexible pour répondre aux demandes des clients, tout en gardant un modèle long terme. Donc là, vraiment, on arrive vraiment à la transformation d'un modèle économique. D'accord. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on allume le micro, qu'en fait, tu adorais, j'ai vu des étincelles dans tes yeux, tu adorais créer la surprise, en fait, dans des grands groupes. Là où, justement, on pense que c'est immobile, d'arriver à faire bouger les lignes, comme tu disais, à faire bouger les choses. Comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui te pousse, en fait, à rejoindre ces mammouths, parce que parfois on a envie de les appeler des mammouths. mais très souvent, et alors avec le recul, j'ai toujours été dans des entreprises qui avaient un secteur d'activité qui n'était pas forcément très connu ou très glamour ou à une image très, très dynamique ou très agile. Et justement, j'aime bien le comprendre de l'intérieur. Et donc apporter ce regard de surprise et de accepter lorsqu'on arrive dans une société comme celle-là, de ne pas savoir, de ne pas connaître, mais de faire un plongeon, un deep dive, un plongeon dans cet univers-là pour essayer de le comprendre et peut-être apporter un autre regard, parce que je n'y ai pas passé 15 ans en arrivant, j'ai un regard neuf, et donc d'apporter cette surprise-là. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est être surprise par ce que produisent des équipes qui vont faire différemment, qui vont apporter une autre valeur. Et ça, c'est absolument délicieux d'être surprise de quelque chose qu'on n'attendait pas, des personnes dont on ne soupçonnait pas la capacité d'innovation, de remise en question, de créativité. Ça, c'est très, très agréable. On parle beaucoup et on va beaucoup parler de transformation dans cette conversation. Quand on transforme un groupe, on le transforme pour aller vers quoi, en fait? Parce qu'on a l'impression que ça ne s'arrête pas, qu'on est dans la transformation permanente. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait?
Alors je pense qu'on cherche tous à s'adapter à un monde qui change de plus en plus vite, hein. Mais surtout, je pense qu'on est en train de changer complètement le regard. Pendant très longtemps, et moi j'ai connu des entreprises qui disaient j'ai la meilleure offre, le meilleur savoir-faire, hein, je le déverse sur un marché et il y a des clients en face qui vont l'acheter. Et ça a marché pendant un certain temps. C'est plus le cas maintenant, justement avec le digital, la transformation digitale. C'est les utilisateurs, les clients, les collaborateurs qui reprennent la main sur ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de choisir comme produit. Et donc, ils vont plus forcément choisir une marque, ils vont choisir, selon l'usage qu'ils vont en faire, un produit. Et donc, ça percute complètement le modèle des entreprises, et qu'elles soient B2B, B2C, etc. Il faut complètement repenser son modèle et ne plus partir de soi, mais partir de l'autre, partir du client. Et donc, il faut complètement changer le regard, reprendre le parcours de quand mon client est confronté à mon domaine, mon activité, mon produit. Comment fait-il ? Comment achète-t-il ? Pourquoi le fait-il ? Avec quels paramètres, etc. Et on avait oublié ça, je trouve, dans beaucoup d'entreprises. Voilà, c'est ça, d'accompagner la transformation. C'est tout d'un coup de changer le regard et de se mettre à la place de celui qui va acheter et non plus de celui qui vend. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais fait des études d'anthropologie. Je pense qu'on va y revenir parce qu'il y a des choses qui ressortent là. C'est ça. Tu parlais des équipes tout à l'heure. Tu es à des postes de cadre dirigeant. Tu as beaucoup d'équipes sous toi, des gros volumes, j'imagine. Qu'est-ce que tu cherches comme compétence en général ? Est-ce qu'il y a une compétence particulière que tu cherches quand tu recrutes quelqu'un ? L'envie et la curiosité. Je pense que de retrouver l'envie chez un collaborateur, dans une équipe, dans un groupe. Je pense que quand on a envie de faire quelque chose, on le fait beaucoup mieux que quand on subit ou quand on n'a pas envie d'y aller. Donc redonner cette envie-là, je la cultive pour moi-même et je la recherche chez l'autre. Et parfois, j'ai été confrontée à des personnes dans mes équipes qui n'étaient plus motivées, qui n'avaient plus envie. Et d'aller rechercher cette petite lumière, cette petite étincelle pour leur donner envie de se dépasser, c'est mon rôle de manager, mais c'est aussi extrêmement gratifiant de voir qu'il y a toujours, ça peut être enfoui quelque part, ça peut être caché, mais il y a toujours une envie qu'on peut aller révéler. Comment tu fais ? Quel est ton secret pour aller trouver l'envie, cette étincelle-là chez un collaborateur ? Je pense, première des choses, de l'écouter, d'aller vers lui, de s'intéresser à lui, et ensuite de monter dans le bateau avec lui. De pas lui dire fais ça, mais de lui dire et si on allait là ensemble, et on va y aller ensemble. Et je serai là. On m'a parfois comparé à une aventurière, parce que j'aime prendre des risques, j'aime oser, j'aime l'audace, d'imaginer un projet, de faire rêver autour de ce projet, de donner envie à l'équipe d'y aller, et ensuite on part et que j'ai le coupe-coupe entre les dents et de traverser la forêt, et on va la traverser effectivement, et quand on se retourne une fois qu'on la traverse, on se dit oh là là, c'était semé d'embûches, on a eu des tas de freins, des tas de gens qui ne voulaient pas qu'on le fasse, tout le monde nous a dit vous n'y arriverez jamais, et pourtant on l'a fait. Il y a des moments peut-être où on a fermé les yeux en se disant oups, mais on l'a fait parce qu'on était ensemble, parce qu'on se sentait en confiance pour y aller, pour traverser cette fameuse forêt. Et j'ai envie de te poser la même question pour tes pairs. Quand tu rejoins une entreprise, tu dois évidemment travailler, tu es souvent dans des comex, donc tu travailles en parité avec d'autres gens qui ont des fonctions différentes des tiennes. Qu'est-ce que tu cherches chez ces personnes-là ? Je cherche à les comprendre d'abord, parce que je me sens, et je me suis toujours sentie un peu différente dans un comex, parce que j'apportais justement des compétences beaucoup plus humaines que chiffrées. Et il fallait que je cohabite, et notamment dans des sociétés financières, dans des banques, avec des gens qui étaient très ROI orientés, et uniquement ROI, en se disant à partir du moment où on a le chiffre en bas de page, le reste suivra. Et donc moi je suis le reste suivra. Et donc comment je fais pour comprendre les chiffres, parce qu'on fait du business, on est là j'ai toujours été dans des entreprises marchandes. Ouais. Donc je suis consciente du fait qu'on est là pour aussi gagner de l'argent, vendre des produits, en vendre plus,
trouver de nouveaux clients, aller les piquer aux concurrents, etc. Mais je pense que j'apporte le comment. C'est-à-dire que j'ai quasiment toujours été dans des groupes ou dans des comex où on essayait de répondre à 2 questions, quoi et combien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire et combien ça coûte, combien ça rapporte. Mais le comment, on posait pas le débat autour du comment. Et moi, j'arrive avec la petite lumière en disant, et comment on va faire ça ? Et si on faisait comme ça ? Et si on faisait peut-être autrement ? Voilà. Donc, j'essaie d'apporter le comment et ça me plaît. J'aimerais que tu me parles, directeur de la transformation ou patron de la transformation, c'est un métier relativement récent ou assez neuf. D'après toi et d'une manière très générale, quelles sont les compétences nécessaires à ce métier ? Je pense que la première compétence, c'est d'accepter de se remettre en question. Je ne sais pas si c'est une compétence, mais je pense que vraiment d'accepter de se dire ce que j'ai fait juste à présent, ça a très bien marché, mais là, il va falloir que je fasse autrement. Parce que le monde a changé profondément et je ne sais pas comment je vais faire. Et peut-être que je vais me tromper sur une partie. Donc, expérimenter. J'essaie vraiment de pousser ça en se disant mais personne ne sait personne n'a la recette exacte de comment on doit faire pour que ça fonctionne. En revanche, réfléchissons à qui nous sommes. Donc partir de notre ADN en disant qui nous sommes, vers où nous souhaitons aller, quels sont les autres acteurs, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il faut défricher des nouveaux. Et ensuite, ok, pour aller là, je ne sais pas, donc je vais tester sur une petite partie en prenant un risque. Qui doit être limité, circonscrit, etc. Mais en prenant un risque et d'accepter qu'on peut ne pas réussir du premier coup et qu'on va tester des choses et qu'on va se dire tiens, là on a appris ça. Peut-être qu'on pourrait réorienter notre projet. Et donc faire en avançant, se pivoter, comme on dit dans le monde des startups, et se dire tiens, mais là non, là il y a un mur qui est trop dur, je peux pas. Je vais le contourner comme ça, ou au-dessus, ou en dessous, ou à côté, ou avec des partenaires, ou avec des alliés. Je vais intégrer telle ou telle chose. Voilà. Donc capacité à se remettre en question, douter, accepter de se tromper, oser. Avoir de l'audace en se disant et suivre aussi son intuition qu'on a appris à ne plus suivre par notre éducation, les entreprises, voilà. Il ne faut plus écouter ni ses émotions, ni ses intuitions. Mais il faut y revenir. Il faut désapprendre que tout est rationnel pour se dire qu'il y a aussi un peu d'irrationnel qui va faire qu'on va passer un cap et réussir. C'est une chose d'être comme tu le décris, et j'imagine que c'est relativement rare, mais comment on arrive à faire passer ça dans un comex où, comme tu le décrivais tout à l'heure, il y a des gens qui parlent de top-down, de ROI, etc. Qu'est-ce que ça demande en fait ? Il faut avoir vraiment des convictions chevillées au corps et s'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est pas évident. Ça fait peur de venir bousculer, et on ne sait pas exactement où on va. J'agite un peu les idées et donc je viens déstabiliser un peu un comex qui va être très établi, qui sait ce qui fonctionne parce que ça a toujours fonctionné. Néanmoins, ce comex s'aperçoit, ou le dirigeant, le DG ou le président s'aperçoit que ça fonctionne plus si bien que ça. Donc, il faut que le dirigeant, et sinon ça ne fonctionne pas, sinon je m'agite, je fais de la chaleur et de la lumière, mais ça n'avance pas. Il faut qu'il y ait une prise de conscience au plus haut niveau de l'entreprise qui dise oui, peut-être que, mais si on essayait. Et donc là, j'interviens. Donc j'ai besoin d'alliés. J'ai besoin d'alliés au plus haut niveau, sinon ça ne fonctionne pas. Mais il y a des freins. Ça énerve, ça fait peur, ça agace, ça voilà. Et je l'accepte. Donc parfois ça frotte, parfois je suis obligée de faire un pas de côté, de reculer. Et pour ça, j'essaie de l'expliquer aux équipes, de faire beaucoup de feedback. Et il y a des périodes où on peut plus bouger. Donc là, je dis tous aux abris, c'est pas la peine. On peut pas avancer, on peut rien faire. Mais quand je sens par des signaux faibles, en écoutant mon intuition justement que là, il y a une fenêtre de possibilité d'avancer. Là, tout le monde doit être prêt. Et là, on enclenche vraiment et on y va, on court, on fonce, on y va et on peut tout d'un coup, comme 1, 2, 3 soleils, oui, je vois faire 10 pas d'un coup et hop, tout d'un coup, et donc tout le monde va constater qu'on a effectivement fait 10 pas et on va pouvoir avancer comme ça. Donc persévérance, conviction et puis audace parce que
personne ne me pousse à le faire. Donc si je ne vais pas chercher l'énergie en moi, chez les autres, dans mes équipes qui vont me dire allez vas-y on est avec toi, j'y arriverai pas. Ouais. Tu parles d'énergie et c'est le mot qui me vient à l'esprit parce qu'il faut être quand même blindé de conviction pour avoir envie de faire bouger des monstres comme ça. Oui, il faut peut-être avoir un soupçon d'inconscience et beaucoup d'énergie, tu as raison. Ouais. Vraiment beaucoup d'énergie et se ressourcer en permanence parce que elle ne viendra pas du milieu. Du milieu. Ouais, ouais. Ouais. Toi, justement, ton énergie, tu la trouves où ? Alors, je pense que j'ai une bonne dose d'énergie qui m'a été transmise par la génétique, mais je pense que je me ressource beaucoup en dehors. Je suis extrêmement curieuse. Je sors beaucoup, je vais beaucoup. J'ai un mari qui adore l'art contemporain, donc je sors beaucoup, je vais voir beaucoup de spectacles, je rencontre beaucoup de gens et j'essaie de rencontrer des gens qui sont différents de moi, différents de ceux que je vois dans les comics, etc. J'essaie de varier et d'être surprise, de rencontrer, de dire mais je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas que cette personne pouvait dire des choses comme ça. Bon, donc rencontrer des gens avec qui je ne suis pas forcément d'accord, qui peuvent être différents, qui sont différents de moi et qui sont dans d'autres univers, voilà, dans des univers artistiques alors que j'ai travaillé beaucoup dans des univers très rationnels, voilà. Et donc ça me nourrit parce que je suis sans arrêt obligée de m'adapter, de rester curieuse, de me remettre en question, de dire tiens mais je pensais ça mais en fait je pourrais peut-être penser autrement. Et donc cette gymnastique intellectuelle permanente que je fais en vacances, dans ma famille, dans mes soirées, dans mes loisirs, me nourrit complètement et nourrit cette énergie pour oser dire mais et si on faisait comme ça ou si on faisait autrement? Et là, on va m'expliquer, mais non, Brigitte, ça marchera jamais. On a toujours fait comme ça. Mais justement, et si on essayait juste de sortir du rail et de le faire autrement? Peut-être, je sais pas, peut-être ça marchera pas. Mais et si, imaginons que ça marche. Et quand ça marche? Ça marche parfois. Je vais te poser une autre inévitable question que nous posons à chacun de nos invités. Est-ce que tu peux me parler, sans trop y réfléchir, d'un succès professionnel? C'est le premier qui te vient à l'esprit. Et par succès, on peut penser à quelque chose de très visible pour tout le monde, voilà, ou de quelque chose qui est très personnel et que toi, tu as vécu comme un succès pour toi. En fait, deux me viennent à l'esprit. Un qui a été plutôt un lancement d'offres, donc là qui se voit, et c'est la première fois que je lançais vraiment une offre dans l'immobilier donc très flexible, là où on était sur le long terme, j'apportais du court terme. C'est une offre d'espace de coworking, de travail collaboratif qui s'appelle Second Desk, comme le deuxième bureau, donc qui vient compléter le lieu où on travaille habituellement, mais comme aujourd'hui on a plein d'autres manières de travailler, est-ce qu'on pourrait avoir des lieux qui nous permettent de travailler différemment, même si on travaille dans un grand compte, dans une société du CAC 40. Donc on n'enlève pas son premier bureau, comme ça rassure, mais on peut avoir un complément d'offres temporaire dans son bâtiment comme dans le reste du patrimoine de l'entreprise, qui nous permet de travailler différemment. Et là, il fallait le proposer, convaincre, le faire, écrire le modèle économique, engager, investir, et puis le réaliser, le brander, voilà. Donc il y avait vraiment tout à faire et j'ai adoré faire ça, justement parce que je l'ai fait avec des tas de sachants, des tas de gens qui savaient faire un petit bout, et donc je les ai mis en lien avec des startups externes, des gens de l'immobilier depuis toujours, bon, et pour que ça produise quelque chose d'autre. Et donc c'est cette alchimie qui s'est passée entre toutes ces personnes très différentes qui a produit une autre offre que jamais l'entreprise Gecina n'aurait imaginé sans cette conjonction d'autres. J'ai envie de parler d'un autre succès que j'ai vécu comme un succès parce que mais comme le premier que j'ai évoqué, il repose sur la confiance. À un moment, on m'a fait confiance pour faire quelque chose que je n'avais jamais fait et qui était complètement inimaginable ou risqué ou dangereux ou quoi. J'étais à l'époque chez Technip et l'Irak était sous embargo. C'était donc au moment de la guerre. L'Irak avait envahi le Koweït, etc. Et donc
Bagdad sous embargo. Néanmoins, la France décide d'être présente par un pavillon français à la foire de Bagdad. Et Technip décide d'y avoir un stand. Et le directeur général de la zone Moyen-Orient de Technip dit « Moi, je veux bien faire ça, mais je n'irai monter cet événement qu'avec une personne, Brigitte. » Et moi, je me suis dit, mais moi, je veux pas aller à Bagdad. Moi, je sais pas faire. Comment je vais faire bon. Et je me suis, en plus, une femme dans un pays du Moyen-Orient. Je me suis dit, mais pourquoi Et je lui ai souvent posé la question après à ce monsieur, et qui m'a dit, mais parce que personne ne savait comment faire, mais je me suis dit que toi, tu allais trouver une solution. Heureusement qu'il me l'a dit après, parce que je pense qu'avant, je n'y serais peut-être pas allée. Et donc, on ne pouvait même pas atterrir à Bagdad. Donc, il fallait aller en Jordanie, puis louer un van, traverser le désert, arriver. Enfin, et tout était complètement de l'aventure. Ouais. Et j'étais tellement heureuse qu'on m'ait proposé ça, parce que voilà. Et on l'a fait, ça s'est bien passé. J'étais très fière de ça. Et c'est pour moi une réussite dans le fait de donner envie ou qu'on me fasse confiance pour faire quelque chose de nouveau. Et ça aussi, c'est de la transformation et qui est ton métier, de risque. En fait, qui est devenu ton métier après. C'est-à-dire te faire confiance pour faire bouger les lignes. Exactement. C'est ça. Alors, si on creuse, prenons le deuxième exemple que tu cites, si on creuse celui-là, qu'est-ce que tu as fait pour que ce soit un succès? Qu'est-ce que tu as fait pour être appelé? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça fonctionne, que ça arrive au bout? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre chez toi? Je ne suis pas sûre de savoir répondre à cette question. Je pense que cette curiosité, cette envie de découvrir l'autre, dès que je suis arrivée chez Technip, toute jeune, je sortais de l'école, j'étais une jeune femme non ingénieure qui arrive dans un monde d'ingénierie, mais je me suis intéressée à ce que tous ces ingénieurs faisaient. Et j'ai passé des heures à leur poser des questions, à leur dire mais c'est quoi un gaz lift, comment ça marche, par où ça rentre, c'est quoi le tuyau, enfin, et des gens passionnés qui m'expliquaient avec des mots simples, puisque sinon j'aurais pas compris les process, suffisamment pour qu'ensuite on m'envoie sur des événements à l'international pour présenter certaines technologies, mais de manière très très simple. Je restais à la surface des choses, puisque n'étant pas ingénieur, mais je m'étais intéressée, voilà, et j'essayais de faire passer ce savoir-faire de l'entreprise. Donc je pense que cette envie, cette curiosité de m'intéresser aux autres, c'est ça qui a fait qu'à un moment on s'est dit elle trouvera. C'est un vrai talent, ça, quand même, surtout jeune et comme tu dis, toute fraîche sortant de l'école, dans un milieu qui n'est pas le tien. C'est fort d'être reconnu. Mais pourquoi j'ai dit oui? C'est-à-dire que quand on m'a proposé pour Bagdad, c'est une chose, mais même Technip, j'ai passé les entretiens d'embauche et certains entretiens ont été décalés justement parce que l'Irak venait d'envahir le Koweït. Donc situation de crise, de guerre dans un pays qui travaille dans le domaine pétrolier. Et pourtant, j'ai dit oui parce qu'il y avait une aventure à la clé, parce qu'il y avait une découverte, une mise en risque en disant je ne sais pas, mais j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de savoir. Depuis qu'on a démarré cet entretien, on parle de soft skills, de compétences comportementales. Tu en as cité plein, la curiosité, l'envie, j'en passe. Toutes ces compétences-là que tu as citées, est-ce que tu penses que tu es né avec ou est-ce que tu les as apprises? Moi, je pense que quasiment tout s'apprend. Et à tout moment de la vie. On peut... Alors, encore une fois, il faut avoir envie. Mais très petite, je crois que j'ai été stimulée pour aiguiser ma curiosité. Parce que, voilà, en famille, j'aimais déjà être curieuse, mais j'avais l'opportunité d'exercer ça. Donc je pense que je l'ai appris. Mais que j'avais envie de l'apprendre. Je pense que la curiosité était peut-être le premier acte fondateur de ces skills-là, de ces compétences-là. Et ça, tu disais, j'ai pu le faire. Tu avais peut-être un milieu familial qui t'autorisait à être curieuse, c'est ça, ou qui t'encourageait là-dedans, ou... Oui, certainement. En fait, j'ai eu le sentiment, enfin depuis toujours, que les choses sont possibles
je pars du principe que les choses sont possibles. Après, ça ne veut pas dire qu'elles vont être faciles. Ça ne veut pas dire que ça va être un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire que ça va être une ligne droite. Mais je me dis qu'a priori, les choses sont possibles. Et ça ouvre tout, ça ouvre toutes les perspectives. Donc, enfant, c'est de se dire, tiens, et si j'osais ça, et si je testais ça. J'ai dû me planter plein de fois. Mais c'est pas ça que tu retiens. Mais c'est pas ça que je retiens. C'est pas ça que je retiens. Je retiens d'avoir eu peur parfois, mais de surmonter cette peur. J'aime beaucoup tous les sports d'eau, donc la plongée sous-marine, voilà. Et petite, j'ai fait beaucoup de bateaux et je prenais plaisir à sauter des rochers. Donc quand on était au mouillage, à grimper à terre, je partais à la nage à terre et puis je grimpais sur les rochers et je sautais dans l'eau. C'est comme la pub Ultra Bright. Oui. C'était toi. C'était moi. Et au début, donc je sautais d'un petit rocher, puis d'un rocher plus haut, etc. Mes parents me disaient, fais attention de ne pas sauter sur un rocher, mais ils ne venaient pas vérifier la profondeur de l'eau dessous, savoir si j'en allais... Bon. Donc à moi de mesurer le risque, et je réagis beaucoup comme ça en me disant, quel est le risque, quelle est l'opportunité. Je mesure le risque en me disant, est-ce que je peux y aller ou est-ce que je peux pas y aller? Bon là, ça risque d'être un peu serré, mais je vais quand même essayer. Et donc, la première fois que j'ai sauté de 13 mètres ou de 15 mètres d'un rocher, au moment où on saute dans le vide, on a tout l'estomac qui remonte dans les poumons, on se dit, mais pourquoi et dans les quelques secondes de la chute, mais une fois qu'on tombe dans l'eau et on remonte, mais il y a une espèce de joie de dire je l'ai fait, voilà. Donc oser, avoir l'audace de se dire et pourquoi pas. J'ai brièvement parlé de tes études d'anthropologie qui m'intriguent. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière, au cours de tes études ou plus tôt dans ta carrière? Je ne sais pas. Je pense avoir acquis très tôt la gestion du risque, justement parce que j'osais beaucoup de choses, que je ne m'interdis rien a priori. J'ai appris à lisser un petit peu mon attitude, parce que je peux être un peu remuante. Et dans une entreprise, les gens remuants, ça gêne. Ça gêne parce que ça bouscule l'ordre établi. Et donc, j'ai pris assez tôt conscience que il fallait que j'entende les signaux faibles ou les signaux forts pour adapter mon comportement, mais ne pas arrêter le mouvement. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. J'ai pris des coups aussi parfois, parce que quand on ose en se disant bon, ça va passer, de temps en temps on se dit ça va frotter, et puis parfois ça frotte vraiment plus fort. Donc là, il faut savoir s'arrêter et se dire bon, là, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc peut-être que ça, j'aurais été plus vite. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'avais appris plus tôt. Cela dit, c'est aussi de ces erreurs ou des moments où ça a frotté, où ça n'est pas passé parce que c'était trop étroit, trop difficile, trop machin, qu'on apprend beaucoup en se disant tiens, là j'aurais peut-être pu faire comme ça, ou j'aurais peut-être... Donc c'est l'expérience beaucoup qui m'a appris. Je suis arrivée sans forcément être armée pour répondre à tout ça. Si ce que j'ai peut-être appris, et ce que m'a beaucoup appris Crédit Agricole, c'est dans un groupe très complexe, à la gouvernance un peu opaque, comprendre les enjeux, les influences, et savoir que pour faire bouger B, peut-être faut-il appuyer sur A qui va faire bouger C qui appuiera sur B, et que la ligne droite n'est pas forcément le plus court chemin, et donc élaborer des stratégies, des tactiques pour permettre à ces projets d'avancer. Ça, je l'ai appris plus tard, et je trouve que c'est assez marrant. Et donc j'aurais peut-être bien aimé. Voilà. Ça correspond. Tout à l'heure, j'ai l'impression que tu décrivais l'art de la guerre. Ça fait partie un petit peu de l'art de la guerre, mais c'est ça, en entreprise, quoi. Oui. Ouais. Savoir accélérer, ralentir. Tu parlais de frottement. Tu disais quand ça frotte trop, j'arrête. Ça correspond à quoi ces frottements, par exemple? Ah, mais ça peut être
un clash, un no-go, une décision, un no-go, mais ça peut être un clash. Ça peut être quand on est très entier, quand on est très passionné par ce que l'on fait, quand on a beaucoup d'énergie et que ça dérange, il y a certaines personnes qui veulent vous bloquer la route, donc ils vont le faire parfois par des méthodes convenables et d'autres fois par des méthodes pas convenables. Et donc ça peut faire mal, ça peut être des gens qui vous poignardent dans le dos, ça peut être des gens, voilà, ça peut être violent. Mais bon, il faut accepter que parfois c'est un peu un combat. Et donc il faut savoir monter dans l'arène, retrousser ses manches et se dire ok, on y va. Est-ce que la question est inévitable, même si je sais que le sujet des femmes au travail te tient à cœur, etc. Est-ce que j'essaie de t'imaginer là dans un comex souvent masculin, j'imagine, surtout dans les univers dans lesquels tu baignes. Est-ce que être une femme te sert dans ces occasions où justement il faut, tu vois, bousculer un peu l'ordre établi Alors, je ne sais pas si être une femme me sert. Je pense que c'est ma personnalité qui peut me servir. Je me suis beaucoup engagée en faveur de la mixité, de la diversité des femmes. J'ai créé plusieurs réseaux, j'ai présidé une fédération de réseaux. Mais je pense que j'ai eu dans ma vie, dans mon enfance, des modèles féminins qui étaient plutôt leaders. Et donc je me suis construite comme ça. Et pas parce que je me disais que j'étais une femme, il fallait que, mais parce que j'ai eu des modèles, c'était naturel. Ouais. Et je me suis rendu compte, j'ai été dans des entreprises très masculines, notamment l'ingénierie, etc., mais même l'immobilier, la finance, ce sont des milieux très masculins. Mais moi, je n'ai jamais souffert du fait d'être une femme. Je pense que peut-être j'ai surpris par la rareté, parce que j'étais différente, et donc on allait écouter cette petite voix qui était autre. Et je me suis dit que beaucoup de femmes s'empêchaient d'être elles-mêmes parce qu'elles se disaient les autres ne sont pas comme moi, donc je n'y arriverai pas parce que je suis différente. Et moi, j'ai l'impression que j'y suis arrivée justement parce que j'étais différente. Donc j'ai essayé de transmettre ça en disant mais si vous avez envie de quelque chose, allez-y, que vous soyez femme ou pas. Et donc de donner envie. Et pareil, de discuter avec des hommes qui disent mais pour un homme de refuser une promotion, c'est impossible dans l'entreprise. Alors qu'une femme va dire je préserve mon équilibre, etc. Ça va être admis. Un homme, c'est pas possible. Et donc d'entendre ce plancher de verre des hommes qui disent non mais moi en fait j'ai pas envie d'y aller là. Mais je suis obligée. Je suis chef de famille, je suis machin. On disait encore chef de famille. Donc voilà, d'entendre ça des deux côtés et de confronter ces points de vue, que les femmes entendent qu'elles ont elles-mêmes des stéréotypes sur elles-mêmes ou sur les autres et que les hommes entendent pareil. Et donc c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses, je pense, dans l'entreprise. Donc je n'ai jamais souffert, même dans des milieux très masculins, je n'ai jamais souffert d'être une femme. En revanche, j'ai essayé de dire, osez être vous-même, qui que vous soyez. Et peut-être que les femmes, par leur éducation, par l'éducation qu'on reçoit, l'école, la société, etc., on s'empêche d'être nous-mêmes. On nous apprend à être plus docile, à accepter les choses, et que voilà, et ne pas se battre pour aller chercher ce qu'on veut. Et donc, pour celles qui veulent, parce que tout le monde ne le veut pas, les hommes comme les femmes. Donc, si on a envie, c'est pas parce qu'on est une femme qu'il ne faut pas aller chercher ce que l'on veut. Tu parlais des réseaux que tu avais contribué à créer. Chez Gessina, tu as créé un réseau mixte, c'est bien ça? Oui, alors un réseau. Donc les deux derniers étaient mixtes, mais le tout dernier, donc j'ai appris aussi en avançant, n'avait pas un nom de fille, ce qui est parce que tous les premiers réseaux de filles, c'était des financiels, des potentiels, des ailes de quelque chose. Il y avait toujours et je me suis dit mais la question de la mixité en entreprise, elle doit être traitée de façon mixte. Sinon, on n'y arrivera pas. Les personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui sont les hommes. Si nous, on fait des petites réunions entre nous, très bien, on va se consolider en se disant ouais, on va y aller. Mais si si les hommes n'ont pas conscience de ce que ça peut leur apporter à eux aussi, on n'y arrivera pas. Donc, je me suis dit, il faut le créer de façon mixte. Mais faire venir un homme dans un réseau qui s'appelle un truc L, il va venir soit parce qu'il est déjà convaincu, soit par curiosité, ou soit pour se fiche de nous. Donc créons quelque chose qui lui donne envie de faire avancer les choses. Donc le dernier, je l'ai appelé Open Your Eye, pour ouvre les yeux et ouvre ton moi, pour te dire mais ouvre les yeux, les choses ont changé, donc et toi aussi tu pourrais contribuer autrement. Et donc là
les hommes sont venus et ont commencé à contribuer à bâtir avec les femmes ce projet en faveur de la mixité. D'accord. Il y avait autant d'hommes que de femmes. C'était vraiment oui, mixte. dans le bureau. Non. Il y avait quand même plus de femmes que d'hommes puisque c'était un réseau. En fait, les femmes doivent faire plus avancer cette cause dans l'entreprise. D'accord. En revanche, il faut qu'elles construisent avec les hommes. Donc, on était 2/3, 1/3 environ, mais des hommes qui étaient dans des directions tenues encore beaucoup par des hommes, des directions financières, etc. Et des investissements, voilà. Et ça fonctionne plutôt bien. Super, très bien. Tu travailles à la transformation des organisations, on a parlé tout à l'heure ce que ça voulait dire, la transformation permanente, etc. Comment tu vois les organisations dans 20 ou 30 ans, les organisations dites traditionnelles aujourd'hui, qu'elles soient grosses ou petites d'ailleurs, qui ne sont pas nées avec le digital il y a 10-15 ans, comment tu les vois dans un avenir relativement proche? Oui, alors 20-30 ans, c'est pas relativement proche, c'est très très loin. Mais néanmoins, je les vois faire partie d'un écosystème dont elles ne maîtrisent pas toutes les parties. Aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment les grandes entreprises qui dominent et puis des plus petites boîtes ou les startups qui vont venir agiter mais vraiment pas complètement changer la donne. Ouais. Or, le tissu économique en France, il est fait plutôt de PME, de TPE, etc. Et donc, ces sociétés-là, soit elles refusent, elles mettent la tête dans le sac en se disant ça changera mais après moi, et donc soit elles vont mourir, soit elles vont se faire manger. Mais les autres et la plupart prennent conscience qu'il faut qu'elles se transforment et qu'elles ne se transformeront pas toutes seules en elles-mêmes de façon intrinsèque. Elles vont apprendre à collaborer avec d'autres acteurs et faire en sorte que leurs équipes collaborent aussi entre elles de façon différente. Donc, une société avec 1, 2, 3 startups, de travailler le public et le privé, enfin d'ouvrir vraiment la manière de travailler pour inventer un nouveau mode. Déjà aujourd'hui, avec le digital, on n'a plus besoin de venir au bureau pour faire 80% des tâches qu'on ne faisait qu'au bureau auparavant. Qu'est-ce qui fera demain, et je reviens à l'immobilier, qu'est-ce qui fera demain qu'une société voudra louer pendant 12 ans un siège social de 10 000 m² pour y mettre tout le monde, si on peut faire 80% des tâches en dehors de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut redéfinir la collaboration en entreprise. Pourquoi finalement on y vient ? C'est pas simplement pour avoir un bureau, un ordinateur et une cantine. C'est parce que on va lancer des projets, on va collaborer avec d'autres personnes qui apportent d'autres compétences et on va partager des valeurs qui vont être différentes dans cette entreprise-là que dans une autre. Ça n'empêche pas que quand on va arriver dans l'entreprise, on va vouloir que cette entreprise, elle soit maillée avec son quartier, avec la ville dans laquelle elle est, qu'elle soit proche des transports, qu'on puisse rencontrer d'autres gens, qu'il y ait des espaces où on va pouvoir travailler avec d'autres salariés. Voilà, c'est tout ça qu'il faut concevoir aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut le concevoir avec la ville, avec les bâtiments qui vont être autour, avec un partage d'espace. Aujourd'hui, un parking d'entreprise, il est vide la nuit, vide le week-end. Et il est peut-être dans un quartier où il y a plein d'habitations autour qui aimeraient bien avoir un parking à côté. Voilà, arrêtons d'avoir des œillères, ouvrons notre manière de penser et n'ayons pas peur de l'autre. Et c'est ça que m'a appris l'anthropologie. Je reboucle du coup, voilà, on y arrive. C'est marrant et cette notion des soft skills, j'ai fait de l'anthropologie, puis j'ai fait j'ai fait de l'anthropologie et de la linguistique en même temps, et donc de découvrir des cultures par la manière dont elles s'expriment oralement, et donc ça m'a amené aussi dans les cultures d'entreprise après à partir de ce qui fait la culture d'une entreprise, et donc anthropologie linguistique, puis CELSA, puis INSEAD. Et donc j'ai densifié, j'ai structuré, j'ai rationalisé les choses. Et pendant un temps, au début, les 10 premières années de ma carrière, chez Technip notamment, je disais pas que j'étais anthropologue. C'était pas vraiment ce que je mettais, peut-être. Voilà, ce que je disais en premier, parce qu'ils vont se dire oh là là. Bon. Et maintenant, je le revendique et j'en suis fière, justement parce que l'homme est au centre. Je reviens à la transformation digitale pour dire la transformation tout court, parce que c'est pas l'outil qui se transforme, c'est l'homme qui s'approprie l'outil. Et donc l'homme est au centre, donc l'individu de l'organisation, de l'entreprise, de la société. Donc, et moi cette curiosité de l'autre et justement de l'autre différent. L'anthropologie, c'est vraiment ça, c'est d'aller
découvrir, être curieux de quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Et pourtant, il y a des points communs. Quels sont-ils ? Il y a des donc aller chercher dans l'autre qui est différent, non pas la crainte, la peur, mais justement de la curiosité, de dire mais il a certainement des choses qu'on peut partager. Quel conseil tu donnerais ou tu donnes, parce que j'imagine qu'on vient de chercher pour des conseils, à une jeune personne qui démarre dans la vie professionnelle aujourd'hui, homme ou femme, peu importe? Je pense que le premier conseil serait de développer son audace, d'oser. Lorsqu'on démarre dans la vie professionnelle, dans la vie tout court, souvent on a peur parce qu'on ne sait pas. Et on se dit mais je suis nul, je vais pas y arriver, je ne sais pas. Acceptons de ne pas savoir, parce que ne pas savoir, ça veut dire qu'on peut apprendre et qu'on peut avancer, Donc il faut oser accepter qu'on ne sait pas et avoir envie d'en savoir plus. Comment on fait pour développer ça ? Est-ce que tu as des recettes ? Déjà l'exprimer et le pratiquer moi-même, donc montrer cet exemple-là en disant moi je suis l'exemple même de ça. J'ai été dans des univers où je n'aurais jamais imaginé être. On m'a appelé pour aller dans des endroits que je ne connaissais pas pour faire des choses que je n'avais jamais faites. Ouais. Donc j'essaie de transmettre ça et de dire que c'est possible. C'est possible quand on s'en donne les moyens. Encore une fois, c'est pas forcément facile, mais c'est possible. Croire en soi et oser être celui que l'on est. On a parlé de soft skills, même si c'est difficile à dire. Quelle serait ta définition à toi de ce terme barbare ? En fait, je n'entends que skills. Je me fiche qu'elle soit soft ou hard. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a des plus molles que d'autres de compétences. En fait, j'entends la compétence et qu'une compétence, ça se développe. Donc, dans soft skills, j'entends skills et que c'est autour de ça que tout tourne. C'est ce qui nous différencie de l'animal. C'est de dire qu'on va développer une compétence relationnelle qui va nous permettre d'accomplir des choses incroyables. Donc pour moi, ma définition, c'est la compétence pour répondre au comment. Et la boucle est bouclée. Ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours, de ton beau parcours professionnel ? Autrement formulé, de quoi tu as envie maintenant ? J'ai envie d'accompagner toujours une entreprise qui se serait lancée dans un certain nombre d'initiatives et qui peine à trouver un relais pour la deuxième vague. Et donc, j'aimerais être celle qui les accompagne dans l'engagement de l'ensemble de leurs parties prenantes, que ce soit évidemment les salariés, on part d'eux, parce que c'est comme ça qu'on va accomplir de grandes choses. Donc des salariés, mais vers les clients, les différentes parties prenantes. Voilà. Donc comment on réengage, on remobilise, on redonne du sens à qui on est dans une entreprise, par exemple, qu'elle redéfinisse vraiment sa raison d'être, son utilité, et ce gap et ce skills qu'il faut pour remobiliser tout le monde et réduire l'écart entre l'utilité réelle de l'entreprise qu'elle aurait redéfinie et l'utilité perçue qui est souvent différente par les différents publics, et comment on réengage toutes les populations à ça. Donc c'est un gros travail à la fois qui est au carrefour de l'innovation, de la communication et du développement durable, et qui touche aussi beaucoup au RH, parce qu'il faut aller redonner envie et repartager ce qu'est le projet de l'entreprise pour avoir envie de s'engager dans ce projet pour le porter plus loin. C'est la transformation avec un grand T, c'est ça ? Ou l'innovation après l'innovation, la transformation après la transformation, c'est ça ? Innovation vague 2, le retour. Le retour, et pour que le retour soit un surf et non pas un tsunami. Merci Brigitte. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer.
Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.